Le Gabon a vécu un moment historique, la condamnation de Sylvia et Nourdine Bongo-Valentin à 20 ans de réclusion. Un verdict que la transition militaire présente comme l'acte fondateur de la rupture avec l'impunité et la validation d'une gabegie financière organisée au sommet de l'État. C'est le symbole fort de l'engagement des nouvelles autorités à faire justice. Pourtant, au-delà du symbole, le citoyen s'interroge. Cette justice est-elle complète? La condamnation par contumace des principaux accusés et le fait que l'argent détourné n'ait pas été recouvré immédiatement jettent une ombre. En ne frappant que les têtes d'affiche sans démanteler le corps du système, la justice gabonaise a-t-elle offert au peuple une véritable révolution morale? Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission La justice et gouvernance que nous apprend le procès Sylvia et Nourdine Bongo-Valentin. C'est la thématique de ce soir et je ne suis pas seul, je suis avec Anita Jordana Tsumba. Anita, bonsoir. Bonsoir Vibriant et bonsoir à tous. Et déjà peut-être présenter nos invités. Oui, présenter nos invités, mais rappeler qu'effectivement c'est un procès qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue d'ailleurs de faire couler beaucoup d'encre et de salive et suscite également beaucoup d'émotions, mais ce qui mérite aujourd'hui une lecture froide, citoyenne et surtout constructive, parce que au-delà du nom Bongo-Valentin et des symboles, ce procès interroge une fois de plus, j'ai envie de dire, notre justice, nos institutions et nos attentes en tant que peuple. Et pour en parler justement avec nous, nous avons l'honorable PPC Ogouligende, elle est ancien député de la transition. Voilà, j'y arrive, mais avec nous ce soir, elle est là en tant que consultante sur les questions de transparence et de bonne gouvernance. Bonsoir, madame. Alors, à côté de Madame Ogouligende, nous avons Nancy Quentin de Mongarias, j'y arrive. Elle est enseignante et également observateur de la vie sociale politique de notre pays. Bonsoir, madame. Bonsoir, Anita. Et à côté de Nancy, il y a monsieur Michel Ndonguesso, il est analyste politique, c'est cela? Exactement, madame. Et juste à côté de monsieur Ndonguesso, il y a notre consultant maison, monsieur Pierre Claver Tchema, il est enseignant. Bonsoir, monsieur. Écoutez, merci infiniment pour cette énième invitation à laquelle nous allons pouvoir aborder la séquente question de la corruption, la séquente question du détournement de fonds et des deniers publics par un régime, et que nous allons voir que ce procès a finalement montré qu'on a cessé de ressasser qu'on avait des institutions fortes, mais on s'est rendu compte à la fin que c'était des institutions apparentes et qu'il y avait à la fois des personnages principaux, Madame Nourdine, Monsieur Nourdine et sa maman et la cohorte des co-accusés. Merci. Monsieur Tchema, vous êtes en train de développer le sujet. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, ce soir, nous analysons et équilibre délicat. Et si on en parlait, c'est parti pour ce débat. Anita Jordana Tsumba, nos invités sont là. On va peut-être démarrer déjà par Madame Ogouligende. Déjà, votre impression au sortir de ce procès? Merci déjà pour l'opportunité que vous me donnez pour donner justement mon avis. Comme l'ensemble des Gabonais, nous avons été scandalisés par les révélations vraiment qui ont été faites tout au long de ce procès. Mais c'est aussi l'occasion de féliciter le président de la République pour le courage qu'il a eu en mettant en exergue vraiment ce procès, et saluer également le courage de la justice. Il faut reconnaître que ce n'était pas évident et que vraiment cet exercice, c'est au-delà de tous ces scandales. Ce sont des choses en fait que les uns et les autres supputaient depuis longtemps, et là nous avons eu la preuve que l'argent, malheureusement, n'a pas servi au développement, mais il a servi à enrichir des individus qui n'étaient pas forcément dans l'arsenal institutionnel gabonais, mais qui se sont retrouvés
a manipulé des sommes importantes et ça montre les failles du système de gouvernance du Gabon. Il faut qu'on se le dise, dans un pays bien organisé, où les questions de transparence et de bonne gouvernance sont bien structurées, ce genre d'opérations ne peuvent pas vraiment se faire. Donc c'est une interpellation et c'est aussi justice pour ceux-là qui ont été victimes vraiment de ce régime. Je pense que tous les Gabonais ont payé le prix. C'est aussi une façon de rendre justice à ceux-là et que ceux qui se sont livrés à ces comportements vraiment désastreux, scandaleux, puissent répondre de leurs actes et qu'on puisse recouvrer les sommes qui ont été détournées. Alors, Monsieur Tchema, peut-être, je vous donne l'occasion maintenant peut-être de revenir un peu sur vos observations en quelques minutes de ce procès. Qu'est-ce qui ressort en tant que Gabonais? Qu'est-ce que vous ressortez? Qu'est-ce que vous retenez exactement de ces condamnations et de ce verdict? Écoutez, c'est un procès en 7 temps forts, avec en amont ce qu'on appelle une instruction préliminaire. Et cette instruction préliminaire a déterminé les principaux responsables de ce gâchis, de cette violence de détournement des biens publics, de ce blanchiment, de cette usurpation de titres, de ce trouble pendant l'élection présidentielle alors qu'on était en pleine délibération, de tout un système mafieux, fait de quoi? Fait de trésors, fait de BGFI Bank, fait de UGB, d'une administration à la réalité qui contourait même les textes, d'usurpation des titres. On apprend que M. Ngoulou n'était finalement pas un agent public pour pouvoir manipuler l'argent. On apprend que la vocation de M. Ngoulou, directeur de cabinet, et de M. Oseni, directeur de cabinet adjoint, ou d'Ali Bongo, ont manipulé l'argent, ont de l'argent dans les paradis fiscaux. On entend des révélations extraordinaires. Ali aurait dit de remettre 2 milliards au petit Oseni, de remettre aussi 2 milliards à Franck Koudjé, qui n'est pas écouté jusqu'aujourd'hui, et dont le procureur général a demandé qu'il soit écouté avec d'autres pour justifier de la véracité de ce qui a été avancé, pour essayer de confronter, et les textes ont été balayés d'un revers de la main. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont à Londres. Bien entendu, du point de vue juridique, du point de vue de la démocratie, ils ont le droit de contester et faire appel, et au finalement, on a eu des condamnations qui partent de 2 ans à 15 ans avec des sourcils. M. Diéko Dioko a été innocenté, il n'est rien sur toute la ligne, mais il faut le dire, la question des biens mal acquis, la question de la Banque populaire, la question de BGD, la question des biens mal acquis, on en parle en France. Et je crois que le président Légué, en cassant la baraque le 30 août, a voulu que cette affaire aussi soit réglée du point de vue national. Parce que l'impunité, les détournements, il a dit, il en faisait son cheval de bataille. Il a dit lors... Et il a bien évidemment commencé par ce procès aussi. Il a dit lors d'une déclaration à la présidence à l'Esplanade, à la face du monde, alors qu'on le souhaitait le vœu de Nouvel An, il disait qu'il fallait qu'il y ait une impunité zéro. Une impunité zéro, c'est pas dans les mots, ça c'est pas dans les actes. Et ça passe par quoi? Ça passe par la justice. D'autres hommes politiques de notoriété nous ont dit qu'il fallait qu'il y ait une commission réconciliation et justice. Je crois que ça va suivre le cours, mais moi, de mon point de vue, je pense que c'est vrai, on a des gens qui nous disent aujourd'hui que la justice était sous pression. Mais quand elle est sous pression, messieurs, on ne met pas les événements en direct. Pendant cette séquence, c'est-à-dire du 10 jusqu'au lundi matin à 7h du matin, il y a eu ce qu'on appelle la défense, il y a eu ce qu'on appelle les avocats du gouvernement, il y a eu ce qu'on appelle le procureur général. Et en face, on avait le président de la cour la cour criminelle. D'accord, monsieur Sema. On va entendre monsieur Thierry, Michel Ndo, pour justement, vous êtes analyste politique. Politiquement, quel est le regard que vous faites justement de cette actualité? Oui, politiquement, la première chose qu'il faut relever par rapport à ce procès, c'est son caractère inédit. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que des proches collaborateurs, je dirais même des collaborateurs intimes du chef de l'État sont convoqués en si grand nombre devant les tribunaux, d'autant plus que parmi ceux-ci, il y a quand même 2 têtes d'affiche qui attirent notre attention. C'est Madame Sylvia Bongo, donc épouse de M. Ali Bongo Ondimba, et son fils Noureddine Bongo Ondimba. Donc oui, c'est vraiment son caractère inédit qu'il faut ici rappeler. Maintenant, au niveau des enseignements, il faut se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. D'accord. Qui voulait-on juger dans ce procès?
s'il s'agissait de juger Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, je dirais que c'était en partie raté. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait exfiltré ces deux personnages pour les juger quelques mois plus tard. Et d'autant plus qu'on savait d'avance qu'il serait difficile pour obtenir de la justice anglaise, britannique, n'est-ce pas, leur extradition au Gabon. Ce qui est, je veux dire, quand même impossible dans le contexte actuel. Alors, si on voulait juger les collaborateurs donc de Sylvia et Noureddine Bongo, là encore, je dis c'est en partie raté, parce que oui, c'est vrai qu'on a eu des têtes sensationnelles. On a eu Yann Koubdje, il s'appelle comment, Yann Goulou. On a eu les deux frères Osseni. On a eu Steve Deko qui a finalement été innocenté. On a eu l'ancien directeur général des impôts. Mais je dis que ce groupe-là ne reflète pas l'étendue, d'accord, de la mafia qui opère au niveau des finances publiques et de l'ancienne, qui opérait au niveau de l'ancienne présidence à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Donc, j'ai quand même été surpris que des noms sans cesse cités à la barre, des pièces maîtresses du procès, qui aurait dû être des pièces maîtresses de ce procès, ne soient pas convoquées un peu plus tôt. C'est vrai que le maître des poursuites a annoncé dans un futur qu'on ne peut pas déterminer leur interpellation à la barre. Mais le fait que l'ancien directeur de la comptabilité publique, l'ancien directeur général du budget, l'ancien directeur de la dette ne soit pas amené à nous dire exactement, parce que l'argent public, ça suit un circuit. L'argent ne peut pas sortir du trésor et se retrouver entre mes mains. Il y a forcément un circuit. Donc, il y a des gens qui doivent nous expliquer de façon procédurale comment cet argent a-t-il transité. Donc, je suis quand même resté à ce niveau aussi un peu dubitatif. Voilà, sur ma fin, parce que je me dis que oui, on a condamné quelques-uns, mais il y a encore certainement dans la nature des bandits qui ont des choses à nous dire. Et au niveau des banques aussi, le procureur l'a annoncé, mais on voudrait bien que les banquiers viennent justifier comment ils ont pu recevoir de l'argent public sans des justificatifs. Parce qu'en fait, c'est de cela dont il s'agit. Donc, à ce niveau, vous voyez qu'il y a quand même un flou artistique qui ne permet pas d'établir la sincérité des poursuites et même la véracité des condamnations. Et c'est le dernier niveau de ma sensibilité à ce que je me dis. Est-ce que ce prophète a finalement manifesté la vérité? Je dis partiellement. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire qui sont les têtes de proue de l'opération mafieuse qui a gangrené pendant pas 3 ans. Parce qu'attention, ce n'est pas 2018 le début de cette mafia. 14 ans, et ça encore, c'est quelque chose qu'il faut rapidement relever. La maison, la Villa Nam dont on parle, de la Sablière, les travaux ont débuté en 2008. Financés depuis la topographie par l'argent du contribuable. Qui était ministre des Finances, qui était trésorier, qui était au budget, qui était à la dépense. Les Gabonais ont besoin de réponses. Donc je dis quand même, oui, il y a un effort qui a été fait, madame l'a souligné, qui témoigne de la volonté des autorités actuelles de mettre fin à l'impunité. Mais c'est déjà au moins cet effort-là qu'il faut saluer. Nous le saluons. Ça, c'est un effort politique. Ça, c'est du ressort de la nouvelle équipe politique qui veut effectivement que les Gabonais aient des réponses. Maintenant, au niveau de la justice, qui est censée être libre, on a quand même vu une certaine hésitation du procureur à appeler depuis le début du procès l'ancienne administration financière. C'est quand même inadmissible que l'ancien TPG ne soit pas présent à ce procès, que les banquiers, que les anciens premiers ministres dont on a entendu les noms, que l'on connaît, puisque quand même on sait qu'il s'agit de M. Bilibizé, de Mme Rose Christian Souka, de M. Julien Corbet. Donc nous attendons quand même qu'il nous allons revenir, juste le temps de donner la parole aux autres. Oui. C'est 55 minutes. Il faut que nous ayons au moins le temps. Les Gabonais les auditeurs doivent retenir quelque chose au sortir de cette émission. Madame Ogouligende, vous êtes d'accord avec nous? Donc, essayons d'utiliser le temps avec beaucoup de rationalité. Anita Dorlana-Touba. Oui, effectivement. Alors, pour rester sur ce que disait M. Ndongue Sono, on a l'impression que vous dites que les Gabonais ne se confortent pas finalement du verdict qui est donné. Alors moi, je vais poser la question à Madame Mongarias ici. La question de l'opacité et de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif a également été... est-ce que vous pensez qu'elle a été relevée au cours de ce procès? Parce que c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. La justice gabonaise a toujours été pointée du doigt. Merci Madame Anita. Déjà, il faut relever que c'est un procès historique parce que c'est une première dans notre pays. C'est la première fois que l'épouse d'un chef d'État soit jugée
y compris sa son famille fils, proche, notamment son fils et les proches du chef de l'État, ceux qui ont occupé les plus hautes fonctions au sommet de la République soient jugés. Et je salue au passage aussi la transparence de ce procès, parce qu'il faut dire que les Gabonais, des milliers de Gabonais étaient en direct. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre ce procès en ligne. Comme beaucoup de Gabonais, il y avait plus de 3000 personnes connectées chaque jour. Ça veut dire que les Gabonais ont suivi attentivement. Et ça marquait aussi l'intéressement des Gabonais pour ce procès. Pourquoi cet intéressement? Pour revenir justement à la question qui a été posée, c'est-à-dire que on a un pays où il y a une rupture de confiance entre l'État, mais aussi la justice, entre son peuple, entre le peuple gabonais. Et c'était aussi l'occasion pour le peuple gabonais de voir effectivement si cette séparation de pouvoir existe. Tout au long du procès, comme beaucoup de Gabonais, je suis outrée à la sortie de ce procès, comme beaucoup de Gabonais. Et les Gabonais ont pu constater, parce que je parle en tant que Gabonaise d'abord, effectivement, que beaucoup sont restés à leur fin. Parce que on attendait voir défiler justement au tribunal tous ceux qui ont été cités, beaucoup qui aujourd'hui occupent des fonctions, au sein des structures gouvernementales, il faut le dire. Et lorsqu'on parle de justice, justement, c'est avoir la capacité de se détacher de ses fonctions pour répondre de ses droits vis-à-vis de la justice. Et malheureusement, c'est ce qui a manqué un peu. Et nous attendons effectivement que ce procès puisse continuer. Moi, personnellement, j'attends qu'au sortir de ce procès, qu'il y ait une succession de procès pour que véritablement les Gabonais qui ont usé des deniers publics puissent répondre de leurs actes. Parce que il faudrait effectivement qu'on fasse une purge de ce système. Vous imaginez de telles sommes sorties. Personnellement, je ne suis pas choquée, comme beaucoup de Gabonais. On ne devrait pas être choqué parce que les Gabonais se plaignaient déjà de cette malgouvernance, parce que c'était observable au sommet de l'État, mais aussi dans les fonctions régaliennes. On pouvait voir qu'un directeur général dans cette société pouvait se servir des fonds voilà. De donc, il faut justement épurer ce système-là qui demeure, parce qu'il faut le dire, les mêmes sont aujourd'hui aux affaires. Donc, il faut que ce procès doit être une ouverture d'une épuration de ce système. Si ce procès s'arrête là, comme pensent beaucoup de Gabonais, voilà, ce sera un coup d'épée dans l'eau. On va revenir là-dessus parce que là, vous avez embrayé sur les perspectives. Donc, c'est la troisième partie de nos échanges et on reviendra là-dessus. Alors, j'ai envie de dire honorable. Madame PPC, vous parliez tout à l'heure du verdict. Alors, au vu des sommes qui ont été énoncées, des sommes qui ont été dérobées, et au vu des verdicts qui ont été donnés, est-ce que vous pensez qu'on a assisté là à une justice, j'ai envie de dire, plus affinée, une justice qui finalement s'exprime de façon plus libre? Bon, je pense que la justice a fait son travail et dans les verdicts, ils se sont appuyés sur les textes en vigueur. C'est vrai que l'opinion aurait voulu des sanctions beaucoup plus lourdes, mais malheureusement, les textes ne prévoyaient pas justement des peines qui pouvaient aller au-delà. Donc, c'est aussi l'occasion de revoir notre dispositif juridique. Nous avons été confrontés à certaines situations autrefois, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'ampleur du phénomène de corruption est vraiment très élevée. Et il faut dire aussi que le Gabon a été pendant longtemps un pays vraiment spécial, parce que nous avons tous entendu parler de l'indice de perception de la corruption de Transparency, qui a toujours classé le Gabon parmi les pays où la corruption est endémique. Le Gabon dispose d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. On a mis le doigt là où justement la corruption, parce que la corruption elle est passive et elle est également active. Donc c'est vraiment, ce n'est que le début d'un feuilleton, si je peux le dire, qui ira loin, Et il faut savoir que nous avons
adopté ou ratifié la convention de Nérida, il n'y a pas de prescription sur les crimes financiers. Hein. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Les crimes économiques. Les crimes économiques et financiers, ça ne s'arrête pas là. Donc ça, ce n'est que le début. Vous voyez? Donc c'est vraiment... et permettez-moi également, dans le procès... avec mon regard de profane. Hein, allez-y, allez-y. Pas juriste. Bon, on a condamné, par exemple... Nous aurons un juriste au cours de cette émission. On a condamné, ne vous inquiétez pas pour ça. On a condamné, par exemple, les frères Osseni. Les agents des impôts, par exemple. Mais il y a des textes qui prévoient qu'on leur donne autant d'argent. C'est légal. Pour certains, je crois qu'il y a des textes sur les contentieux. À partir d'un contentieux, vous avez droit. Donc, vraiment, il y a aussi une injustice qui a été légalisée pendant des années. Et la question des milliards et autres, mais ce sont des fonds politiques. Là, on a un politicien. C'est quoi la politique? Vraiment, depuis là, je me pose c'est quoi la politique au Gabon? Les fonds politiques, alors qu'on a besoin d'argent pour financer le développement. Donc, il y a plusieurs aspects vraiment à regarder. Dans la corruption active, il y a les institutions. Il y a des institutions à qui on donne beaucoup d'argent. Selon Transparency, il parle de la corruption passive. Lorsqu'on donne beaucoup d'argent, par exemple, dans certains pays, aux parlementaires, mais c'est pour justement qu'ils ne jouent pas vraiment, qu'ils ne jouent pas leur rôle. Dans combien de pays on a vu des gouvernements qui ont été censurés et autres et tout. Donc, vraiment, c'est un long feuilleton, comme je le disais. C'est aussi l'occasion pour chacun de nous de prendre conscience des conséquences. Regardez comment quelqu'un qui n'a pas une fonction officielle décide vraiment de sortir autant d'argent, décide des avions où il voyage avec ses amis, pendant que le peuple gabonais n'a pas le minimum vital, pendant que la moitié de la population gabonaise est au niveau 1 de la pyramide de Maslow, parce que c'est vraiment un outil de gouvernance important. Pour les besoins essentiels, là, il y a combien de Gabonais? Près de la moitié de la population. Bon, on s'intéresse aux besoins de ceux qui ont déjà réussi au niveau de l'accomplissement, des avions et voyager. Donc, vraiment, vraiment, la justice a fait son travail. Il faut quand même reconnaître que ce n'était pas évident. Et c'était pas aisé. C'était pas évident, c'était pas aisé. Ils ont fait de leur mieux, mais ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera pas là. Parce que chaque Gabonais a le droit d'ester en justice. Nous avons des cours internationales, nous avons la Cour africaine de justice, nous avons la Cour internationale qui est à La Haye et tout. Donc, il faut comprendre que aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cet esprit de restriction de droits. Chaque Gabonais a le droit de poursuivre en justice ces personnes-là au niveau international. Michel, elle a abordé quand même un aspect assez important. Plusieurs aspects d'ailleurs très sensibles. Alors, au fonds de souveraineté, fonds politiques. Très bien. À quoi servent les fonds politiques véritablement dans un pays qui manque de tout? En principe, un fonds politique ne doit pas être déduit du trésor public. En politique, les fonds dits politiques émanent des contributions des adhérents des partis politiques, donc des cotisations. D'accord. Un parti comme le PDG ne devrait jamais être financé par le trésor, puisque en son sein, il y a un système de cotisation, donc un système d'impôt. C'est le contraire qu'on a vu. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est aussi ça la déception de ce procès, parce que les juges ont semblé être dans l'embarras dès lors que la démarcation entre fonds politiques et fonds publics n'a pas été établie sur une base légale. Parce que les milliards avec lesquels jouaient ces collégiens-là, ces milliards, étaient-ils des fonds publics au sens où la justice peut les poursuivre? Étaient-ils des fonds politiques au sens où ils relèvent simplement des cotisations des partis politiques auxquels ils appartenaient? Donc il y a tout un flou artistique, mais il y a quelque chose que l'honorable, permettez, qu'on honore votre titre. Donc il y a quelque chose qu'elle a dit, c'est qu'en fait au Gabon on avait légalisé le vice, on avait légalisé ce qui était injuste, et on a commencé cette légalisation du vice par les textes qui entourent même la fonction du chef de l'État. Je voulais dire à l'époque, parce qu'on ne peut pas avoir un individu que l'on place au-dessus des lois, qu'il n'est pas possible de poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la grande question.
Ali Bongo Ondimba était au-dessus des lois. C'est-à-dire il ne pouvait pas légalement être poursuivi pour avoir fait un don de 10 milliards à quelqu'un. Et ça, tant qu'on est dans cette nomenclature, effectivement, on fausse le débat. Le débat est biaisé. Elle est allée plus loin. Mais aujourd'hui, on parle des régies financières qui sont les enfants riches, nantis, gâtés de la nation. Tout le monde le sait. Si vous voulez être riche, il faut aller à la douane, aux impôts, au trésor, etc. Mais on se rend compte que paradoxalement, c'est dans ces régies que loge même c'est tel l'épicentre de la corruption au Gabon. Mais les fameuses primes d'intéressement dont on parle, mais c'est de la triche. On ne peut pas obtenir 10% d'un dossier pour l'avoir suivi. On est fonctionnaire, on a déjà un salaire de catégorie A1, on a des fonds communs qui sont déjà au-dessus des salaires que perçoivent la moyenne des Gabonais. Et nous dire encore que ces agents des impôts, on doit autant pour moi des primes, des bonus d'intéressement qui cumulent à 300 milliards, voire encore plus. Que cette expression n'existe pas dans le code de la fonction publique. Bonus. Et nous avons l'occasion aujourd'hui, monsieur, de frapper fort en faisant table rase, en toilettant les régies financières. Parce que c'est là-bas où le mal commence. C'est là-bas où le mal... Et d'autres institutions. Oui. Bon, mais parce que c'est quand même ces régies-là qui collectent des fonds et qui les mettent à disposition des politiques. Et je dis tantôt, le fonds politique ne doit jamais être financé par le trésor public. Il y a des fonds politiques propres qui émanent essentiellement, regardez la loi, des cotisations des adhérents des partis politiques. C'est vraiment désolant. Pour certaines personnes, cet argent-là fait partie des fonds de souveraineté du président de la République. Donc, en fait, de l'argent qui est censé ne pas être comptabilisé par le Trésor, en fait. C'est de l'argent qu'on donne au président pour ses besoins. Le chef de l'État est déjà bien traité. Donc il a déjà un ensemble d'avantages qui le mettent à l'abri d'un quelconque besoin que ce soit. Donc on ne peut pas séparer son salaire de ses fonds politiques, ça en fait quand même trop. Et ces fonds-là, ils sont destinés à quoi? À être des bonus qu'on donne aux coquins, c'est pas aux copines, aux neveux, aux nièces. C'est la réalité qu'on a aujourd'hui. Monsieur Tchema, Nancy, on va revenir vers vous. Je voudrais réagir à la fois sur le plan historique. Allez-y. Parce que l'histoire et le récit, c'est que c'est pas sur tout ça. Monsieur Omar Bongo Ondimba, Albert Bernard Bongo a pris le pouvoir. De 67 à 90, nous avons vu les réalisations. Nous avons vu un début de développement. L'organisation de l'unité africaine, l'OUA en 77, les travaux de la cité de la démocratie, les grands boulevards, les grandes artères, et même à l'intérieur du pays. Je vous parle de 67 à 90, il y a eu un développement. De 90 jusqu'à 2023, c'était la période du gaspillage, à la fois politique et administratif. Les hommes politiques ont été achetés, c'était la corruption à tout voulu. On a eu Transparency qui a parlé. On a eu la communauté internationale qui a interpellé. On nous disait à l'époque, c'était de l'instrumentalisation, on voulait déstabiliser le pays. Les détournements ont commencé depuis 90. Je vous parle de la Banque populaire, je vous parle de la Banque de Luxembourg, je vous parle de la BGD, messieurs. Et ensuite, messieurs, nous avons la question centrale, c'est les pouvoirs. Il n'y a pas de séparation de pouvoir, elle n'existe que dans les papiers. Il faut que le président Légui le sache, il faut qu'il y ait une véritable séparation de pouvoir avec des réels contre-pouvoirs. Quand vous voyez le gâchis qui se passe, les gens mènent une vie ostentatoire, même actuellement, au vu et au su des gens. Les gens sont trempés dans les magouilles, ils sont au sommet de la hiérarchie, ils sont au sommet de l'État. Je n'ai rien contre M. Yann Poudieu, mais il est cité indéfiniment. Et il n'y a même pas une réaction du gouvernement. Il faudrait que le juge d'instruction au préliminaire aurait dû insérer ces noms-là. Pourquoi? C'est pourquoi les gens parlent de la question. Peut-être que la procédure est en cours. Surtout qu'ils ont 5 jours. Les gens parlent de l'indépendance de la justice. Vous vous imaginez dans ce procès, il y a des pièces maîtresses. Encore que M. Tchema, il y a la présomption d'innocence. Il est présumé. On n'est pas forcément. Écoutez, dans ce pays, madame était au budget. Je la connais très bien. Nous n'avons que 2 banques. Il y a le Trésor et la CDG. C'est tout. BGFI Bank, UGB, Ecobank n'ont rien à voir avec l'argent du pétrole, l'argent du manganèse, l'argent du bois. Toutes les ristournes là doivent aller au Trésor ou à la CDG. C'est tout. Mais cet argent-là, les milliards-là qui vont à BGFI Bank, qui transitent par UGB, qui vont, c'est l'argent du pétrole, c'est l'argent du manganèse. Et puis les textes, on est président, mais madame n'est pas président, vos enfants ne sont pas présidents. Il faut que ça cesse. Nous le disons, on a un exemple. Il faut que le président Légui sache qu'il est président. La cohorte des parents,
papa, maman et connaissances ne sont pas présidents. Parce que c'est ce qui a failli. Vous avez un dispositif. Ali est malin. Ali a mis un dispositif. La Constitution de 2021, en son article 78, il ne peut pas être porté devant les tribunaux. Voilà. Et donc, tous ceux qui disent qu'Ali nous donne l'argent, mais écoutez, demandons au pouvoir et à la République gabonaise, pourquoi ils ne sont pas allés interroger Ali? Parce qu'Ali devait dire, c'est moi qui lui ai donné. Et donc, on ne peut pas l'opposer. L'article, elle est là. Elle n'a presque pas changé jusqu'aujourd'hui, là où nous parlons là, avec le nouveau dispositif. Et ça, vous voyez, ça sont les débats de fond. Le problème du Gabon, c'est les problèmes de famille. Une famille, depuis 50 ans, elle est là. Elle a tout fait pour se maintenir par tous les moyens, par tous les lobbies. Mais lorsqu'on a dit que les autres ne pouvaient pas parler, Oligui, qui est un enfant du pouvoir, il faut le dire, il est un enfant du pouvoir, a décidé de casser la baraque. Et quand il décide de casser la baraque, il faut qu'il fasse comme c'est comme Obama dit, aller jusqu'au bout, aller traquer tous les détourneurs de fonds publics qui sont dans les institutions. Le cadre légal et législatif. Qui peut me dire combien le président gagne? C'est 7 millions, messieurs. Officiellement. Les textes, c'est 7 millions. Il y a ce qu'on appelle le décret sur les soldes forfaitaires dans notre pays. C'est régulé par ça. Mais vous avez des choses. Écoutez, on fait un redressement de Perenco, un directeur général. Est-ce qu'on peut nous sortir ce texte-là? Il a 350 millions. Il a fait 3 redressements, ça fait combien de milliards? Et on nous dit qu'on a des problèmes de développement. On nous dit qu'il y a des tensions de trésorerie. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est le 1. De 2, il faut que le président Oligui dégage toutes les grandes familles qui ont régné dans ce pays. Parce qu'ils ont les mêmes réflexes. Bon, les réflexes de reproduction sociale. Encore que dégager toutes les grandes familles, ça ne veut pas dire que... Nous sommes dans la 5e République. Oui. Le cas de la CNAMGES. Mais ça veut dire que si votre fils a le mérite d'être quelque part, on devrait le dégager aussi. Mise en examen, monsieur. Dès qu'on vous livre du brillant est suspecté. Vous êtes mise en examen. La CNAMGES, c'est un exemple. On avait une dame qui était là-bas. Elle est sénatrice aujourd'hui. On va laisser madame Quentin. Ce procès doit faire école au niveau des institutions actuelles. Que vous soyez directeur général, que vous soyez ministre, que vous soyez magistrat, que vous soyez président. Il faut qu'on sache que le président a un coiffeur. Voilà le salaire du coiffeur. C'est pas, oh non, bon, le coiffeur, on peut lui donner 15 millions, 1 milliard. Non, il faut que ça soit fixé pour qu'on réponde à la donne internationale, aux exigences que Mme Boulguédé faisait intervenir ici. On est dans une pauvreté, monsieur. On est au seuil de 40% de pauvreté, le seuil. 60% de jeunes n'ont pas d'emploi. Et ces gars-là, ils planaient avec l'argent. Et on dit qu'on était jaloux d'eux. C'est un règlement de compte. Je dis ceux qui racontent cela, vraiment, ils ne sont pas au Gabon. Ils sont dans une autre planète. Madame Quentin, avant qu'on on enchaîne la deuxième partie, peut-être. Oui, moi, je me demandais, est-ce que, au vu de... Enfin, nous sommes arrivés quasiment au terme de ce procès historique, vous l'avez souligné, sauf si dans 5 jours, sinon au terme de 5 jours, les co-accusés font appel. Alors, ma question, c'est de savoir si les Gabonais aujourd'hui peuvent espérer voir des actions judiciaires menées pour essayer de redéfinir les frontières de la responsabilité au sommet de l'État. Mais, si vous me permettez, effectivement, ce que les Gabonais, c'est ce que les Gabonais attendent. Nous venons, ça tombe bien puisque on vient d'élire les nouveaux députés. Il y a des nouveaux membres de l'Assemblée nationale, y compris du Sénat. Ça émane de leurs prérogatives. Elle a dit qu'il faut épurer tous les textes aujourd'hui qui régissent l'administration partant de la première institution qui est de la présidence, parce que le mal commence à ce niveau. Vous savez, la pauvreté au Gabon, elle est tellement palpable, elle est tellement visible. Et elle est entretenue et voulue. On a pu justement sortir de ce procès constater qu'elle est entretenue. Parce que quand on regarde comment on peut donner à un individu 2 milliards, quand on sait qu'un fonctionnaire de la République, quelqu'un qui sauve des vies, un médecin, un enseignant, peut travailler toute sa vie, ne peut pas atteindre 1 milliard. Quand on sait aujourd'hui que le seuil de pauvreté est extrêmement... Nous sommes dans un pays où on vit l'inflation totale. Allez-y dans les magasins. Pour ceux qui vont encore dans les magasins, allez-y au marché. Voir comment le Gabonais n'arrive même plus à travers son salaire. Mais comment on peut avoir des gens qui dépensent autant d'argent, sinon qui gagnent autant d'argent pour ne rien faire, sans le mériter. Et le Gabonais,
en réalité, attend beaucoup. Il attend beaucoup de cette justice. Il attend beaucoup de nos autorités également. Comme je dis, il ne faut pas avoir peur de mots. Monsieur Tchema l'a dit, il faut sortir. Et on l'a dit depuis de ces grandes familles-là. Il faut sortir des amis coquins et coquines, comme le président de la République lui-même, il a si bien dit. Mais Madame Contin, est-ce que le problème du Gabon, c'est le problème de famille? Oui, on a en partie ce problème de famille. Est-ce que c'est pas un problème d'individus? Vous savez, le président de moralité, justement pour réguler ce genre de dérive. C'est un problème de moralité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous savez, le président n'a pas été bête quand il a commencé par dire « Je veux rompre avec la géopolitique ». Il le disait, c'était pas lié aux provinces, c'était lié aux familles. Et tout le monde le savait. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que c'est un ressenti personnel, c'est que même cette élection a permis à ces familles de se maintenir. Et c'est dommage parce que la question d'éthique dont on parle, oui, l'éthique doit passer également par le principe du patriotisme. Parce que ça doit, en tant qu'enseignante, je ne peux que le dire, ça doit être inculqué déjà depuis le pré-primaire. Vous savez, moi j'ai tendance à dire, même dans le cadre familial, on a une mauvaise façon d'éduquer nos enfants. On éduque nos enfants pour soi, pour ce qu'il devient lui en tant qu'individu dans la société. On lui dit, va à l'école demain, tu seras quelqu'un. Mais tu seras quelqu'un peut se définir par le vol. Parce que cet individu ne va penser qu'à lui une fois il est au sommet de l'État. Et c'est comme ça que cette société se définit en réalité. Elle se définit par « je suis au pouvoir, j'appelle mes amis ». C'est ce que Noureddine a fait. Il a appelé ses amis, il a donné des responsabilités. On a même vu certains, puisqu'apparemment le Canada, Dieu merci que le président a décidé de ne plus envoyer les étudiants gabonais là-bas. Le Canada, c'était l'Eldorado de tous ses amis, de toutes ces familles-là, lorsqu'ils revenaient au Gabon. En réalité, certains n'avaient même pas les diplômes. On a pu le voir, le découvrir dans ces procès. Mais ils étaient privilégiés. Pourquoi? C'est au principe de l'amitié, au principe des liens familiaux. On a pu voir que parce que on était l'ami d'enfance du fils du président de la République, on bénéficie de tous les postes. Donc la question de l'éthique, elle est aussi à ce niveau. Et je pense que on devrait justement en tirer des leçons à travers ça, Madame, à tous les niveaux. Je voulais savoir si Madame Ogouligende voulait intervenir par rapport à ça avant que vous ne le preniez, parce qu'on va passer à la deuxième partie. D'accord. Nous allons faire entrer le docteur Ekoeni, qui lui aussi devrait donner en sciences du comportement. Il est expert en sciences du comportement. Madame Ogouligende. Juste compléter que la question ne concerne pas que l'élite, pas seulement le plus haut sommet, c'est tous les Gabonais. C'est-à-dire qu'en termes de normes sociales, tous les Gabonais sont impliqués dans cette gabégie. Parce que lorsque mon beau-fils vient m'offrir un terrain de 50 millions, lorsqu'on m'offre des présents, c'est-à-dire que la conscience vraiment du Gabonais aujourd'hui a été formatée par l'amour de l'argent. Parce que celui-là a telle fonction, tout le monde met la pression sociale. Donc c'est de rajouter que aujourd'hui, quelle est la relation du Gabonais face à l'argent? Qu'est-ce qui a poussé vraiment cette recherche? Pourquoi être insensible? C'est-à-dire que moi, je travaille dans les questions de pauvreté. Quand je rencontre tous ces Gabonais misérables qui n'arrivent pas à manger et que de l'autre côté, on a des personnes qui font la fête avec des champagnes, qui ont des milliards et qui sont insensibles. Vraiment, on aura un expert du comportement. Comment on a pu en arriver là? Comment détester un peuple? Comment détester un peuple avec ses propres ressources? C'est inimaginable. On ne peut pas avoir autant d'argent et voir les Gabonais dans la misère totale et faire des choix de s'offrir des biens. Vraiment, on va venir vers vous. C'est vraiment cette question-là. Et la politique est terminée par... Nous allons faire entrer le docteur Ekoeni pour la deuxième partie. L'importance justement de l'éthique, de la bonne gouvernance, de la vertu de la politique. La politique, je crois que
l'UDB qui a repris le flambeau aujourd'hui a dit que ce n'est pas un instrument de conquête de pouvoir, mais de transformation sociale. Comment nous allons atteindre la transformation sociale avec ces pratiques-là? Donc, avant de passer à la suite, de dire que nous ne devons pas emmener les reliques de l'Égypte à Canaan, s'il vous plaît. Vraiment. Merci, Madame Ogouligende. Monsieur Tchema, nous allons laisser la parole à l'invité pour qu'elle puisse, en fait, sous forme de conclusion pour elle aussi par rapport à cette... Ce procès, effectivement, lorsque moi je suivais ce procès, je suivais en même temps, avec le regard un peu sociologique, les réactions des Gabonais face à la belle-mère de M. Yann Goulou. Beaucoup de Gabonais se demandaient pourquoi elle était là. Parce que les gens n'ont pas compris la question. Tout à l'heure, je reviens là-dessus, la responsabilité sociale, la question d'éthique aussi. Savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus le souci de savoir d'où proviennent les ressources financières. Et c'est ce dont on assiste dans notre société. Notre enfant qu'on nous élève, aujourd'hui, qu'on élève, peut nous emmener un téléphone. Un téléphone de 500 000. Voilà. Votre fille à la maison entre chez vous avec un téléphone de 500 000. Ça ne dit vous rien. ne vous posez pas la question. On n'est pas préoccupé de comment elle a fait pour l'avoir. Mais aujourd'hui, une mère de famille se retrouve en prison pour ça. Et c'est de là où les familles doivent être interrogées. On parlait justement dans le cadre de la transition qu'il fallait restaurer. La famille, qui est la première institution. Parce que là, on parle des valeurs familiales. Et c'est une valeur qui est entravée, la responsabilité. Et moi, je riais tout au long du procès parce que j'ai pu me rendre compte aussi que les Gabonais ne connaissent pas leurs droits et leurs obligations. Parce que c'est, comme il disait, je ne sais pas qui le disait, ça va faire école. Parce que ça va emmener tout un chacun à faire preuve de responsabilité vis-à-vis des actes qu'il pose. Des actes de tout genre dans la société. On a beaucoup de Gabonais qui ne savent pas qu'ils sont receleurs. Par exemple, ça semblait tout normal et j'écoutais d'ailleurs la belle-mère, elle était toute étonnée de savoir, écoutez, moi on m'a offert un terrain, c'est ma fille qui me l'a offert, même si c'est une valeur de 5 millions, mais c'est ma fille qui m'a offert. Mais les ressources sont remises en cause. Et justement, au sorti de ce procès-là, ça doit interpeller tout Gabonais, tout citoyen sur sa responsabilité vis-à-vis effectivement de non seulement la gestion des ressources. Et ça doit nous emmener. Les questions de gouvernance et de transparence doivent être, à mon avis, enseignées même dès le bas âge. Vous savez, je vais vous dire une petite expérience. Vous voyez, aujourd'hui dans les familles, tu peux envoyer ton enfant avec 100 francs, il ne te rend pas la monnaie. Ça ne dit rien dans certaines familles. Mais le vol commence là. Ça commence là. L'éducation financière, c'est là. Et on parle du plus haut sommet de l'État, mais en réalité, ce n'est que ça part des mini-sociétés qui sont les familles, qui sont les maisons. Voici pourquoi l'État gagnerait au sorti de ce procès, je le dis bien, non seulement à restaurer les familles, à faire en sorte que la justice soit de plus en plus équitable. Parce que, moi, tout Gabonais a pu voir que y en a qui sont pas au-dessus de la loi, puisqu'ils ont fini par être rattrapés par la justice. Mais ce procès aura un sens, véritablement, si les poursuites, je dis, ces procès se poursuivent en impliquant tous ceux qui ont été qui ont géré les ressources financières. Ce qui est d'autant plus dommage aujourd'hui, c'est que les ministres, même pendant la transition, il faut le dire, les ministres sont aujourd'hui députés. Ils bénéficient de l'immunité parlementaire. Comment vont-ils répondre de leur gouvernance s'ils sont impliqués effectivement dans ces affaires de pillage de biens publics et autres? C'est tant de questions aussi que les Gabonais se posent. Merci Madame Quentin Nadia. Madame, Messieurs, nous allons justement basculer dans la deuxième partie de notre émission qui justement concerne les perspectives justement de ce procès. Anita Jordana Tsumba, bien évidemment.
quelle est justement la suite à donner à cette actualité, à ce procès historique qui vient de s'achever au Gabon? Nous allons le découvrir dans la seconde partie de notre émission, juste après cette petite pause.